Bonjour. Pour continuer dans l'électronique, nous allons aujourd'hui nous attaquer aux capteurs que vous trouvez dans les caméras. Donc, faut savoir que tout ça a bien évolué avec les époques. Donc, par exemple, j'ai ici un tube de captation caméra des années 50. Je vais vous mettre en grand. Tiens. Hop, boum. Ouais, vous voyez la bête. Donc, la surface sensible est ici. Ici, vous avez les grilles en fait qui permettent la focalisation et les alimentations. Donc imaginez la taille de la caméra nécessaire pour faire tourner ce genre de tube. Donc tout ça a évolué d'époque en époque pour en arriver en fait au plus petit tube qui existe, qui est le Plumbicon. Surface sensible est ici. Donc dans une caméra couleur, vous aviez trois tubes comme ceci. Et celui-ci, c'est un tube vert. C'est écrit dessus. Ensuite sont venus alors les capteurs type CCD, type CMOS, qui est donc ceci. Donc le capteur en fait est le tout petit carré que vous avez à l'intérieur. Donc, pour comparer un tube, un capteur, on comprend mieux comment on a réussi à réduire la taille des caméras et aussi à les faire fonctionner sur batterie, parce que ce genre de choses consomme très peu alors qu'un tube consomme énormément. Boum. On va donc attaquer les capteurs. Donc deux grandes familles de capteurs, les CCD et les CMOS. Chacun leurs avantages, chacun leurs inconvénients. Les tubes ont pratiquement disparu. Donc ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ces tubes-là ont complètement disparu au profit des capteurs électroniques. Première chose que vous avez sur une caméra, c'est soit c'est un monocapteur, soit c'est un tricapteur. Donc la plupart du temps, on travaille en télévision avec un système à trois capteurs, rouge, vert, bleu, alors qu'en film, on travaillera plutôt avec un capteur de plus grande taille, mais un seul capteur. Donc ce que vous avez là, l'éclateur optique, si je remets l'image ici, oups, ça marche, et je vous l'envoie. Vous avez donc la même chose que vous avez sur l'écran derrière. Donc l'objectif se met évidemment ici, et si vous regardez cette chose, vous avez donc ceci qui est l'éclateur optique. Donc vous voyez qu'ici j'ai la sortie rouge par exemple. Donc vous avez une sortie qui se trouve ici avec le capteur, une autre sortie ici avec un autre capteur, et devant, ici, vient se mettre en fait le troisième capteur que j'avais dessoudé. Oups. Donc la première chose que vous avez dans une caméra type TV, c'est donc un séparateur optique qui est donc un prisme. Votre lumière est séparée en trois composantes, rouge, verte et bleue, chacune attaquant un capteur. Dans le cas de ce schéma, c'est un CCD. Donc vous avez donc un capteur pour le bleu, un capteur pour le vert, un capteur pour le rouge. Ce séparateur optique, en fait, sépare sur des longueurs d'onde très précises, qui sont les longueurs d'onde de la colorimétrie en télévision. Donc un capteur, qu'est-ce que c'est? C'est une juxtaposition de cellules élémentaires, ce qu'on appelle des pixels, qui communiquent entre elles par des portes. Ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça. Se présente sous la forme d'un circuit intégré, présentant à sa surface une zone image. La surface de cette zone varie suivant le type de caméra. Donc vous avez les capteurs de 1 pouce, les capteurs 2 tiers de pouce, qui sont souvent ceux qui sont utilisés en télévision, 1 tiers de pouce, ce que vous retrouvez sur des smartphones, ou 1 quart de pouce, on peut aussi les retrouver sur smartphone. Donc vous voyez, les tailles peuvent être relativement différentes. Et vous avez deux grands types de capteurs. Le capteur CCD, Charge Coupled Device, le plus répandu jusqu'il y a encore peu de temps, équipant tous les appareils photo et caméras vidéo. CCD est composé d'une matrice de cellules photosensibles qui transfère la charge vers un collecteur, qui transfère à son tour l'ensemble des charges vers le convertisseur. Bon, ce qu'il faut bien retenir dans tout ça, et on y reviendra, c'est que sur un CCD, vous avez un seul convertisseur charge vers tension. Sur le capteur CMOS,
fonctionne sur le même principe. C'est aussi une matrice de cellules photosensibles, mais au lieu de transférer la charge vers un collecteur, il conserve et la transfère au convertisseur directement. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un CMOS, vous avez autant de convertisseurs que vous n'avez de pixels. Dans un CCD, vous avez un seul convertisseur pour tous les pixels. On verra qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients pour chacune des deux méthodes. Commençons par le premier, le CCD. C'est un type MOS, métal oxyde semi-conducteur. Pas confondre avec CMOS, ce sont deux appellations totalement différentes. L'aimant photosensible est constitué d'un substrat en silicium dopé P. Donc c'est ce que vous avez ici en dessous. Vous avez donc du silicium dopé positivement, sur lequel est déposée une couche d'isolant, ici, elle-même surplombée d'une électrode métallique transparente. Donc ici, vous avez une électrode métallique transparente, du dioxyde de silicium, qui est un isolant, et un substrat dopé positivement. L'électrode est utilisée pour polariser la cellule de manière à créer dans le substrat un champ électrique interne, repoussant les charges positives, les trous, dus au dopage P du substrat dans la profondeur de la cellule. Oups, pas bon. On va plutôt zoomer là-dedans. Voyons ce que nous avons ici. Donc, première étape, vous avez donc votre substrat d'OPP, l'isolant, l'électrode, et l'électrode est raccordée à rien. Autrement dit, tous vos trous se trouvent dans le substrat dopé P. Si maintenant je raccorde cette électrode à une tension, une faible tension, je vais donc avoir un champ électrique interne autour de cette électrode, champ électrique positif, qui va donc repousser les charges positives vers le fond de la cellule. Vous obtenez donc ici ce qu'on appelle une zone de déplétion. Zone de déplétion est donc une zone vide de charge. Si j'augmente la tension aux bornes de mon électrode, eh bien, mon champ électrique sera plus important, donc ma zone de déplétion sera plus grande. Mes charges positives sont repoussées plus loin dans le substrat. Si maintenant mon dioxyde de silicium qui se trouve ici au-dessus est photosensible, ce qui est le cas. Photosensible veut dire quoi? Veut dire que lorsqu'un photon vient percuter cette couche, il va libérer, par réaction chimique allons-nous dire, une paire électron-trou qui était stable à l'origine et qui ne l'est plus. Autrement dit, la charge positive de cette paire va migrer vers le bas parce qu'elle va être repoussée par le champ électrique de l'électrode, alors que l'électron, lui, va être attiré par cette électrode. Mais il ne peut pas rejoindre l'électrode puisque le dioxyde de silicium est isolant. Au bout d'un certain temps, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir toute une série d'électrons, de charges négatives, qui vont s'accumuler dans la zone de déplétion. Donc si je lis le texte qui est à côté, le puits de potentiel ou zone de déplétion est d'autant plus important que la tension de polarisation est élevée. C'est dans cette zone que seront attirés les électrons libérés par l'effet photoélectrique. En effet, lorsqu'un rayon lumineux composé de photons pénètre dans le silicium, il libère une paire électron-trou. L'électron et le trou se séparent du fait de la polarisation, le trou est repoussé en profondeur et l'électron est attiré par l'électrode, qu'il ne peut pas rejoindre du fait de la couche isolante. Il va donc rester dans la zone de déplétion. À la fin du temps d'intégration, donc n'oublions pas que nous travaillons en vidéo, donc le temps d'intégration, c'est le temps de capturer une trame, donc 1/50 de seconde. Le nombre d'électrons accumulés est directement proportionnel à la lumière reçue par ce pixel.
C'est ici qu'interviennent les transferts de charge. Donc nous sommes dans les CCD, pas les CMOS. Dans les CCD, vous avez des transferts de charge. Donc il faut récupérer les charges et rendre la cellule de nouveau apte à capter les charges de la trame suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc vous avez toute une série de pixels, les uns à côté des autres, qui vont chacun capturer des électrons, des charges négatives, proportionnellement à la lumière reçue sur ce pixel. Bon, si c'était le cas d'un CMOS, il n'y a pas de problème. Chaque pixel a un convertisseur charge-tension et on évacue la valeur. Dans un CCD, ce n'est pas le cas. Il va falloir acheminer cette charge jusqu'à un convertisseur. Et donc l'analogie, c'est le tapis roulant. Imaginons que tout ceci, ces petits sauts qui sont là, sont en fait vos pixels, qui vont recueillir des photons et les transformer en charge. Ensuite, il faut transférer d'une ligne vers un registre horizontal en série. Donc ça veut dire que c'est comme si vous aviez ici un tapis roulant, et donc toute la dernière rangée tombe dans le registre horizontal. Ensuite, votre registre horizontal avance et peut vider en fait son eau, qui est en fait leur charge, vers le convertisseur unique, mais qui n'est pas analogique numérique, c'est une erreur dans le bouquin où j'ai pompé, c'est un convertisseur charge-tension. Et donc, le cheminement, c'est on remplit, ensuite, durant le blanking, on vide les uns après les autres, et à chaque fois, entre chaque, vous avez ce tapis roulant qui avance et qui vide le tout. Comment va-t-on faire ça en électronique? Donc on a vu que si on appliquait une tension plus élevée à une cellule, sa zone de déplétion grandit en fonction de la charge qui lui est appliquée. Eh bien, on va se servir de ça en fait pour transférer les charges d'un pixel à son pixel voisin. Donc, on va alterner les phases d'accumulation et de transfert avec des tensions appliquées de façon séquentielle, appropriée au temps et aux durées d'un signal vidéo. C'est ce que j'ai ici. Vous avez donc une première cellule avec une tension sur son électrode positive. Donc ici, c'est une série de cellules côte à côte. Une cellule, 2, 3, 4. Si ensuite, à la cellule voisine, je mets une tension plus importante sur l'électrode, sa zone de déplétion sera donc plus grande. Autrement dit, les électrons qui se trouvent dans la première cellule vont migrer vers la deuxième. Ce qu'il me reste à faire ensuite, c'est de supprimer la tension à la première et de diminuer la tension à la deuxième. Si je veux transférer plus loin, je mettrai une tension supérieure à la troisième cellule. La zone de déplétion va s'agrandir, les électrons vont migrer, je referme celle-ci, je réduis celle-là, et ainsi de suite. Je peux donc voyager comme ça de cellule en cellule. On voit la même chose ici de profil. Tension 1, tension 2, tension 3. J'ai donc une zone de déplétion qui est ici. J'agrandis la zone de déplétion de la troisième cellule, mes électrons migrent. Je supprime la tension de la deuxième, je diminue la tension de la troisième, je récupère une zone de déplétion normale. Il existe plusieurs manières de transférer ces charges, et donc plusieurs structures de CCD. En MOS, nous avons les IT, Interline Transfer, les FT, Frame Transfer, et les FIT, Frame Interline Transfer. Vous avez ensuite les CCD de type HAD, All Accumulated Diode. Ce qui veut dire en français, diode à accumulation de trous. Vous avouerez que ça ne vaut pas dire grand-chose. La structure IT, la première, Interline Transfer. Chaque cellule photosensible est accolée à une cellule non sensible à la lumière, servant au stockage et au transfert, ce qu'on appelle le registre vertical. Donc, ça veut dire que pour chaque pixel sensible à la lumière, vous avez juste à côté un pixel qui lui est non sensible à la lumière et qui ne servira qu'à stocker.
Voilà la structure de type IT. Les zones noires que vous avez sont les pixels sensibles à la lumière. Donc quand ils reçoivent des photons, ils vont produire des électrons en quantité proportionnelle au nombre de photons reçus. Donc toutes ces zones noires sont des pixels sensibles à la lumière. Les grisés que vous avez ici, vous remarquerez que vous en avez 2 par pixel, sont des pixels non sensibles, qu'on appelle des zones de stockage, qu'on appelle aussi le registre vertical. Ceux que vous avez en dessous, c'est le registre horizontal. Donc c'est lui qui va mener directement ici au convertisseur charge-tension. Alors comment ça fonctionne? Donc nous travaillons en vidéo. Le temps d'intégration, c'est donc 1/50 de seconde, le temps d'une trame. Donc durant ce 1/50 de seconde, tous ces pixels sensibles vont se charger en électrons. À la fin de la trame, vous attaquez le blanking. Durant le blanking, toutes ces charges sont transférées au registre vertical. Donc ce sont les flèches noires que vous avez ici. Ensuite, votre pixel est donc apte à se re-remplir de nouveau durant la trame suivante. Et durant ce temps d'intégration suivant, eh bien, tout ce qui se trouve dans ces zones de stockage va être transféré de pixel en pixel jusqu'au registre horizontal. À chaque fois que ça descend de 1 comme ceci, on avance dans ce sens-là et on le vide. Quand il est vidé, hop, on redescend d'un cran. On le vide, on redescend d'un cran et on le vide. Donc tout ça pendant 1/50 de seconde. Si on regarde ça de plus près, en fait, c'est un peu moins simple que prévu. Donc vous avez les cellules sensibles, ici j'en ai 3, ce qu'on appelle les photocapteurs. Et vous avez ici des cellules de stockage. À chaque fois, vous avez 2 cellules de stockage par photocapteur. Étant donné que quand vous passez de l'une à l'autre, vous ne pouvez pas vous permettre de mélanger ce qu'il y avait dans celle-là avec ce qu'il y a dans celle-là. Il faut donc qu'il y ait toujours une cellule vide entre les deux. Entre les deux, vous avez le Read Output Gate, ROG, et entre les photocapteurs, vous avez le Channel Stop Gate. En plus de ça, il y a une partie qu'on n'a pas encore vue, qui est l'Overflow Drain, qui est ici, et le drain. Le drain, vous pouvez considérer que c'est comme un tout à l'égout, en fait. Il va servir à éliminer les électrons excédentaires. Et donc, vous avez ici une vue en surface et ici une vue de profil. Toutes ces découpes ne sont pas des découpes dans le cristal, ce sont toutes des zones de déplétion. Donc votre cristal est plein et vous avez à chaque fois au-dessus une série d'électrodes qui vont provoquer toutes ces zones de déplétion. Donc, durant l'acquisition, on les nomme ici, votre photocapteur, donc la cellule sensible, se remplit d'électrons. Durant la lecture, l'électrode qui va se trouver ici va ouvrir la Read Output Gate et donc transférer ces électrons dans les cellules de stockage. Vous allez me dire à quoi sert l'Overflow Drain? Il sert en fait en cas de surillumination. Imaginez que vous chopez un spot ou le soleil ou un reflet, quelque chose de violent. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir en fait trop d'électrons dans votre photocapteur et donc il est possible que d'eux-mêmes, même sans ouvrir la Read Output Gate, ils débordent dans la zone d'acquisition, ce qui serait très mauvais parce que ce n'est pas le bon moment. Et donc on remarque qu'entre le drain et le photocapteur, vous avez l'Overflow Control Gate qui est plus basse que la Read Output Gate. Et donc dès que vous avez trop d'électrons, automatiquement ces électrons sont évacués par le drain. Donc ça sert à éliminer les surilluminations. Donc c'est marqué ici en fait. Une surillumination, c'est ce qu'on appelle 10 fois le niveau nominal. Il élimine les charges excédentaires. Vous avez donc l'explication qui va avec ici, je vais vous la lire. Durant la période utile de la trame, l'énergie lumineuse fournie par l'optique est convertie en énergie électrique.
Puis au cours de l'intervalle de suppression de trame, ce qu'on appelle le blanking, une impulsion est appliquée au read output gate, ce qui provoque un déplacement latéral simultané de toutes les charges accumulées, de la zone d'acquisition à la zone de stockage. Les zones d'acquisition sont donc aptes à se recharger durant la trame suivante. Durant la durée active de la trame, chaque synchroligne, les charges des registres verticaux, colonnes de stockage, se décalent d'un cran vers le bas jusqu'au registre horizontal de sortie placé sous les registres verticaux. Les capteurs IT ont un défaut, ce qu'on appelle le smear. Caractéristique des capteurs CCD, ça n'existe pas sur un CMOS et surtout sur les IT. Se traduit par une ligne verticale blanche ou rouge traversant une zone trop lumineuse. Donc vous avez ici par exemple un soleil, vous obtenez une superbe ligne, ou ici sur chaque reflet sur ces voitures, vous obtenez aussi des lignes verticales. Il est provoqué par la pollution du registre vertical par des électrons parasites générés par un excès de lumière venant s'ajouter aux données utiles au cours de leur transfert. Deux raisons, le drain est saturé et les électrons générés par les rayons lumineux de longueur d'onde élevée et proche de l'infrarouge peuvent pénétrer en profondeur dans le substrat et s'introduire par le bas dans les registres verticaux. Donc, rayons lumineux longueur d'onde élevée de l'infrarouge peuvent rentrer en profondeur dans le substrat du circuit électronique et donc ne pas réagir directement avec la couche photosensible, mais faire directement réagir le substrat dopé P. S'ajoute à ça en fait le fait que le processus soit relativement lent. Donc si je retourne où j'en étais avant, ici, quand je dis que le processus d'un IT est lent, en fait vous avez donc 1/50 de seconde acquisition de toutes ces cellules. Ensuite, durant le blanking, on transfère. Ça c'est une chose, c'est fait. Donc vos capteurs sont vides, toutes les charges se trouvent dans les registres verticaux. Ensuite, durant l'acquisition suivante, bien à chaque fois que ceci descend d'un cran, donc cette cellule est transvasée dans celle-ci, celle-ci dans celle-ci, et ainsi de suite. Ensuite, vous devez vider ceci horizontalement, un cran à la fois, vers le convertisseur charge-tension. Lorsque tout ceci est vide, on descend la case suivante et on recommence le processus, on vide tout. Ensuite, la case suivante et on vide tout. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce système est lent et en même temps, ça veut dire qu'il reste énormément d'électrons dans cette zone, proche des zones d'acquisition, durant l'acquisition. Et donc, si vous avez débordement à cause d'une surillumination, eh bien, vous allez déborder dans des cellules qui sont déjà occupées par les électrons de la trame suivante qui sont occupés à se vider. C'est ce qui va provoquer ce smear. Donc, ceci. Deuxième type, le FT, le Frame Transfer. On a inventé justement pour éviter d'avoir ce problème de smear qui est dû à la proximité des zones de stockage par rapport aux zones d'acquisition. La zone image d'un capteur FT n'est constituée que de photocapteurs, il n'y a pas de registre vertical. Donc toutes ces cellules blanches que vous avez ici est la section image. Toutes les cellules sont sensibles à la lumière. En dessous, vous avez toute une série de cellules, autant que vous avez de cellules d'acquisition, qui ne sont que des cellules de stockage. Le principe est simple en fait. Durant la période utile de la trame, toutes ces cellules se chargent. Durant le blanking, toutes ces cellules sont vidées vers la zone de stockage en une fois. Ensuite, ces cellules étant vides, elles peuvent continuer à se recharger durant la trame suivante, pendant que celles-ci vont alors être à chaque fois dirigées vers le bas, vers le registre horizontal. Chaque fois que toutes ces cases sont pleines, on va vers le convertisseur. Quand elles sont vides, on redescend d'un cran. L'intérêt, c'est que toutes ces zones de stockage font leur travail bien loin de la zone d'acquisition. Et donc, même s'il y a débordement,
En fait, on ne va jamais aller polluer les registres verticaux qui se trouvent ici. Malgré tout, il a un énorme inconvénient, ce type de capteur, c'est que durant le transfert de ces charges vers les zones de stockage, autrement dit durant le blanking, ces cellules ne peuvent pas être soumises à la lumière. Donc, il faut un obturateur. Et donc, l'obturateur est un obturateur de type mécanique. Combinaison des deux qui résout tous les problèmes, le CCD de type FIT, Frame Interline Transfer. Donc ici, vous avez sur la partie haute un IT, vous avez toutes vos zones d'acquisition et les zones de stockage. Et sur la partie basse, vous avez toute une zone de stockage comme dans un FT. Donc le FIT est un mélange de l'IT et de l'FT. Donc, même chose, durant le temps d'acquisition, toutes ces cellules noires vont se charger. Durant le blanking, toutes ces charges sont transférées vers les zones de stockage des registres verticaux. Et ensuite, durant l'acquisition suivante de ces zones d'acquisition, tout ceci est transféré en une seule fois vers les zones de stockage. Et ensuite, le petit travail reprend, une case vers le bas, on vide tout, une case vers le bas, on vide tout. Donc ici, vous n'avez plus besoin d'obturateur, donc de ce côté-là on est tranquille, mais vous n'avez pas non plus de smear, parce que tout le travail descente horizontale se passe loin des zones d'acquisition qui sont ici. Et donc vous n'avez plus du tout de smear. Donc en résumé, frame transfer, zone d'acquisition, zone de stockage, le convertisseur charge-tension. Interline transfer, la zone de stockage se trouve à proximité des zones d'acquisition. Frame interline transfer, zone d'acquisition, zone de stockage, plus une grande zone de stockage en dessous qui permet de vider en une fois tout ce qui se trouve à proximité des zones d'acquisition. On passe maintenant au type HAD. Donc jusqu'à présent, nous avons vu le type MOS. Il y a aussi une gamme de CCD de type HAD, All Accumulated Diode. Chaque cellule d'un capteur HAD renferme une couche photosensible en dioxyde de silicium, sur laquelle est déposée une couche intermédiaire dopée P, ce qu'on appelle la couche HAD. Le tout est déposé sur une couche dopée N, le drain. On va faire ça plus simple. Ceci est en fait la cellule MOS telle que nous l'avons vue jusqu'à présent, vue sur le côté. Vous avez donc la zone sensible, le registre vertical qui sont donc les zones de stockage verticales, et le drain, l'overflow drain. Ce qui change en fait dans une cellule HAD, c'est que ce drain qui se trouvait sur le côté se trouve dans le fond. Et sur la couche sensible, vous avez cette zone HAD. Donc premier effet, qu'est-ce que ça provoque? Déjà que vous aviez une taille de 17 microns pour un pixel standard, vous vous retrouvez avec des 11 microns. Donc si ça veut dire que le pixel est plus petit, ça veut dire qu'on peut en mettre plus sur la même surface. Et donc vous gagnez en sensibilité. Le fait de mettre le drain dans la profondeur du substrat élimine aussi le problème du smear, qui pourrait encore subsister. Donc je vous rappelle que les rayons infrarouges pénètrent très fortement dans le silicium dopé et peuvent donc induire des électrons libres directement dans le registre vertical sans passer par le capteur. Dans ce cas-ci, si vous avez des rayons infrarouges qui pénètrent en profondeur dans la cellule, ils vont être automatiquement capturés par le drain qui se trouve dans le fond. La zone HAD que vous avez ici sert à compenser des électrons qui seraient provoqués par des variations de température. Donc souvenez-vous du tout début de l'électronique qu'on avait vu. On avait vu plutôt un semi-conducteur, en fait, devient conducteur lorsqu'on lui donne de l'énergie. Le fait d'une variation de température, autrement dit, votre capteur qui commencera à chauffer, pourrait provoquer, en fait, une conduction, et donc pourrait provoquer des électrons sans qu'il n'y ait de lumière. Donc vous auriez, en fait,
sur une caméra capée, eh bien vous auriez un gris foncé plutôt que d'avoir un noir. Cette zone HAD permet de compenser en fait ces électrons provoqués par des variations de température. Donc, comme on peut le remarquer, le grand avantage, c'est le gain de place. La partie sensible est considérablement augmentée puisque le drain est non sensible. Dans une cellule HAD, l'électrode ne se trouve plus en surface mais dans la profondeur. L'absence de cette électrode améliore aussi la sensibilité du capteur. Le SMIR est fortement réduit, en effet, les électrons provoqués par des rayons proches de l'infrarouge sont attirés vers le drain. Et la couche HAD sert à compenser la grande sensibilité des photocapteurs aux variations de température. Elle absorbe les électrons libres générés par des impuretés à la surface du capteur par la chaleur, et qui se traduisent dans une cellule MOS par un courant de noir. Autrement dit, vos noirs ne sont plus des noirs profonds, mais des gris foncés. Une amélioration du CCD HAD, c'est le Hyper HAD. Un truc tout simple qui n'a rien à voir avec l'électronique en fait. Pour augmenter leur sensibilité, on place sur les CCD un réseau de micro-lentilles en résine afin de concentrer les faisceaux lumineux. On arrive à doubler la sensibilité du capteur, autrement dit on gagne 1 diaph. Donc si vous avez ici la zone sensible à côté de la zone de stockage, bien, tous les rayons qui tombent à côté de la zone sensible sont perdus. Si vous mettez une lentille au-dessus et qui déborde sur les zones de stockage, eh bien, vos rayons seront concentrés sur la surface sensible. Et donc, vous gagnez comme ceci 1 diaph. Donc ici, vous avez une vue au microscope de ce que ça donne sur la surface d'un CCD Hyper HAD. Deuxième type de capteur, les capteurs CMOS. Comme le CCD, le CMOS utilise le silicium dopé comme substrat et le même effet photoélectrique pour transformer les photons en charge. Seule différence, c'est que sur les CCD, vous devez passer en fait d'une cellule à la suivante jusqu'au registre horizontal pour aboutir au convertisseur unique charge-tension, alors que sur un CMOS, chaque cellule possède son propre convertisseur charge-tension. Donc si je lis ce qui est écrit, la différence essentielle vient du fait que chaque cellule photosensible CMOS incorpore un réseau de transistors qui convertissent les charges en tension. Dans un capteur de type CCD, cette conversion est faite en un point unique à la sortie du capteur, après une série de registres à décalage. Donc si on regarde un CCD ou un CMOS en plan large, bon, en fait il n'y a aucune différence, ça ne se voit pas. Il faut regarder en fait sur des photos au microscope pour voir la différence. On remarque que sur un CCD, eh bien, toutes les cellules sensibles sont libres, il n'y a rien en surface. Alors que sur un capteur CMOS, forcément, vous avez tout un réseau de transistors qui servent à faire les convertisseurs charge-tension. Le problème, c'est que tous ces convertisseurs se trouvent en surface et ils vont donc obscurcir la surface du CMOS. Donc il recevra moins de lumière, il est moins sensible. Avantage de CMOS, il repose sur la même technologie que le microprocesseur et les mémoires. Les lignes de production sont donc les mêmes, donc leurs prix sont inférieurs, c'est-à-dire que les lignes de production sont rentabilisées depuis longtemps. La consommation électrique sera moindre sur un CMOS que sur un CCD. Côté inconvénient, moins bonne linéarité, puisque chaque pixel comporte ses propres circuits. Donc là, il faut bien comprendre qu'on n'arrive jamais à faire deux composants électroniques exactement les mêmes. Or, comme chaque pixel a son propre convertisseur, vous avez autant de convertisseurs que vous avez de pixels. Et donc, ils vont tous donner un résultat légèrement différent. Et donc, vous aurez une moins bonne linéarité. Autre inconvénient qu'on vient de voir, les nombreux circuits obscurcissent les zones sensibles.
Le CCD reste donc plus sensible, surtout dans les basses lumières. Merci, bonne nuit.